J'ai déjà allumé, j'ai tout prévu, chef. Allez. Elle était là, ma première véritable affaire. Elle ressemblait tellement aux précédentes, à celles sur lesquelles j'avais échoué. Mais à peine débarqué, que je retombais sur mes vieux travers, incapable du discernement indispensable pour espérer sauver cette équipe ou cette appli. Et pourtant, je voulais que ça change. L'heure de la remise en question avait sonné. Il était temps de mener une véritable enquête à la hauteur du limier que je voulais vraiment devenir. Laissez-moi vous raconter ça. C'est une sale affaire, je vous dis. Comment se seraient débrouillées mes inspirations, un peu confidentielles, j'avoue, mais Tex Murphy, Eddie Valiant, Dick Tracy. Comment ils se seraient débrouillés face à ce type de situation? Je pense que c'était la bonne question à se poser pour démarrer. Il devait bien y avoir un moyen de comprendre tout ce qui nous faisait aussi mal dans cette appli, dans ce code, dans cette organisation. En arrivant, j'ai fait, comme d'hab, j'ai discuté avec les gens, et j'ai ouvert le code, puis j'ai regardé ce qui se passait, ce que je voyais. J'ai fait ça un peu au classique, j'allais dire à l'expérience, au feeling. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, je me suis dit, j'ai des smells, tout ça, je sais faire. Mais rapidement, je me suis rendu compte que je sais faire, en fait, j'ai toujours fait comme ça, et ça n'a jamais marché de fou, en vrai. Et parmi tous les trucs qui me titillaient, il n'y avait rien où je me disais c'est ça qui va être une solution, c'est ça qui va nous apporter quelque chose, c'est là-dessus qu'il faut travailler pour que ça change. Et en fait, je voulais changer de méthode. Je me suis dit, plutôt que de faire ça tout au smell, à l'expérience, au doigt mouillé, il faut que j'essaie d'avoir des données, que je sois capable de faire un peu d'analyse, de comprendre des choses. Je voulais quelque part enquêter, essayer d'avoir des choses de manière objective. Et quand je dis enquêter, c'était vraiment enquêter. Donc ouais, j'avais déjà ouvert la codebase, mais il fallait que je fasse autre chose. Il fallait que j'essaie de faire mieux et différent. Quand on parle d'enquêter, on parle de criminel. Alors là, il n'y a pas forcément mort d'humain sur un projet, mais il y a scène de crime. Et sur une scène de crime, il y a toujours des indices. Moi, je voulais essayer de traquer tous nos pain points comme on traque des criminels. Et donc, je devais trouver ces indices-là. Mais trouver des indices sur une scène de crime. Sur une scène de crime, c'est facile. Il y a une banque qui a été braquée, il y a un corps qui est étendu sur le sol, on sait où est la scène de crime. Dans le code, elle est où la scène de crime? Et en fait, tout ce que je vais vous présenter, c'est issu d'un bouquin qui a été écrit par Adam Thornhill, qui était au générique à la distribution, qui s'appelle Your Code as a Crime Scene. Lui, il a écrit ce bouquin après avoir épluché des publications, des bouquins écrits par des agents du FBI, de Scotland Yard, de je sais pas quoi, vraiment des professionnels de l'enquête criminelle, et il s'est demandé s'il pouvait pas adapter ça un petit peu au code. Ce que je vais vous montrer, ce sont des morceaux de ce bouquin-là. J'ai oublié de le sortir, il est dans le sac, si vous voulez le voir, je pourrai vous le montrer à la fin. Ce sont que des morceaux.
Ici, c'est un Rex. Je fais pas un résumé du bouquin. J'ai lu ce bouquin, j'ai trouvé des trucs pertinents, je les ai mis sur un projet. C'est hyper parcellaire, gardez ça à l'esprit. Mais donc, si j'en reviens à ma scène de crime, je veux analyser ça. Comment identifier ma scène de crime ? Une appli, en général, elle va pas mal du jour au lendemain. C'est pas lundi, vas-y, j'ai codé 3 features, on a mis en prod 2 fois, puis le mardi, poum, j'arrive plus à rien, il y a des régressions de partout. Ça prend du temps à se dégrader, une code base. Et ce qui me paraît important, c'est d'analyser cette dimension temporelle dans l'évolution du code. Je me fiche de faire un snapshot. Il y a plein d'outils qui permettent de faire des snapshots du code, de l'archi, on peut regarder des trucs. Mais ça marchait pas de ouf dans mes méthodes, dans mes expériences passées. Là, je me suis dit, il me faut du temps, un facteur temporel. Le facteur temporel dans le code, c'est mon contrôle de code source qu'il a. Et si on part là-dessus, Git, parce que la plupart des projets maintenant sont sur Git, mais on n'est pas limité à ça, vous verrez. Git, c'est cool, c'est une bonne balance. Et je dirais même mieux, je dirais que c'est la balance, avec un grand B. Et Git va rien nous apprendre, mais Git va nous permettre de voir tout ce qu'on a envie de voir, tout ce qu'on a besoin de voir. Et pour démarrer, on va faire un truc tout bête. On va faire un git log. Alors là, je vous ai collé une commande, puisque j'ai la flemme de l'exécuter en live. On a un git log, on fait un petit format, vous verrez après, ça sert à des trucs pour pouvoir analyser plus tard, avec des formats de date courte. Et là, il y a 2 paramètres qui sont super importants. J'ai un after et un before. Alors c'est, en gros, moi je suis arrivé sur le projet en octobre 2023. Et je me suis demandé quelle portion d'historique je vais vouloir analyser. Pour ça, c'était difficile à répondre comme question. Je me suis dit, au début, je prends tout l'historique. Et puis, il y avait quand même 50 passifs. Ça peut être compliqué à éplucher, à analyser. Et est-ce que c'est pertinent ? Donc j'ai rediscuté avec l'équipe. Depuis quand vous êtes vraiment en difficulté en posant les questions au dev, au management, à la direction. Et en gros, on m'a raconté l'histoire. Un truc, vraiment, ça arrive jamais nulle part. Hein. C'était absolument que sur ce projet que c'est arrivé. Il y a la direction qui a dit « Oulala, ce projet-là, il nous faut toutes ces features, c'est vraiment indispensable. Vous allez me les sortir pendant 6 mois. » Donc le management de l'équipe a pris la meilleure décision qu'il y avait à prendre à ce moment-là. Toute la pression qu'ils se sont pris, ils ont tout remis sur les devs. Donc naturellement, ce qui devait arriver arriva. Ils ont recruté plein de QA pour gérer les régressions en masse. C'est un classique. Effectivement, ça arrive de partout, tout le temps. Mais il y avait cet aspect temporel. En gros, on m'a dit, voilà, ça a commencé il y a 1 an. Et c'est depuis 1 an qu'on a beaucoup plus de régressions, beaucoup plus de problématiques. Je me suis dit, on va commencer à essayer d'éplucher ces problématiques-là. Donc j'ai choisi, alors attention le format de la date, là je pars donc du 1er octobre 2022 et je vais jusqu'au 30 septembre 2023. J'essaie d'analyser ce truc-là et voyons voir ce que ça nous sort. Donc comme je suis pas un bourrin, je fais pas ça dans une ligne de commande, j'ai mis ça dans un fichier. Hop. Si on a le fichier, voilà. Donc ça nous sort un git log, si vous avez déjà vu un git log, c'est sympa. Donc là je l'ai anonymisé pour de simples raisons d'anonymat. Donc il n'y a pas les noms des personnes qui committent, mais dans le fond normalement il les ressort. Donc on a des numéros de commit, on a des messages, on a des noms de fichiers, et puis on a accessoirement les petits nombres, c'est nombre de lignes ajoutées, supprimées, si je ne m'abuse. Et on a notre scène de crime. Ça fait bizarre, mais quelque part, ça va vraiment être notre scène de crime. Sauf que le problème, c'est que, si je regarde, c'est un peu long. J'ai pas très envie d'éplucher ça à la main. Ça fait à peu près 9000 lignes. Je me suis dit qu'il allait falloir que je m'outille pour ça. Hop. Que j'allais devoir trouver des outils, des façons d'analyser, des outils et des méthodes surtout. Mais avant de rentrer dans des trucs compliqués, d'utiliser tous les outils qu'Adam Dornil propose, j'ai choisi d'en utiliser un qui m'a paru super simple. Alors attention, là on est en plein, si vous aimez bien les biais cognitifs, on est en plein biais de confirmation. J'avais entendu un truc qui me plaisait pas. J'ai cherché à le confirmer parce que je voulais un outil de communication auprès de l'équipe. Je pense que l'équipe avait un grave problème de gestion de ses branches et de ses plateformes de déploiement, de tests, tout ça. Et j'ai voulu prouver ce truc-là.
spoiler, j'y suis arrivé assez facilement. J'ai pris les messages de commit et j'ai cherché certains termes en particulier. Il s'avère que j'ai 12 plus 16%, j'ai 28% de commits qui correspondent à des merges. Juste en dessous, j'ai 25 plus 6 de commits qui correspondent à des bugs fixes. Ça fait du 31. Et la plupart des conflits, c'était des résolutions de conflits qui allaient avec les merges. Donc en gros, j'ai 30% de correction de bugs, j'ai 30% de gestion de source control. Il me reste 40% de valeur, de plus-value pour les utilisateurs. Quand on est une équipe de 10 devs et qu'on dit ça à la direction dit ok, donc ça veut dire que si on travaille plus efficacement, soit on peut plus que doubler ce qu'on produit, soit on peut enlever la moitié de l'équipe et faire pareil en travaillant mieux. C'est un peu ça, c'était un peu le concept. Donc moi ça m'a paru super important. Pourquoi j'ai semé ce truc-là, pourquoi j'ai absolument voulu faire ça. Vous êtes assis, tombez pas dans les pommes quand même. C'est une équipe qui voulait être très réactive sur les problématiques qui arrivaient sur chaque plateforme et qui voulait être capable de les corriger très vite, ce qui est éminemment louable comme intention. Donc du coup ce qu'ils ont fait, la manière la plus naturelle, c'est d'avoir en fait une branche pour chaque environnement. Il y a une branche de dev pour une plateforme de dev, une branche de int pour une plateforme d'int, une pré-prod et une prod. Comme ça, on a toujours le code qui est en face avec la plateforme. Mais c'est super pratique. Il y a un problème en prod, je corrige en prod. Et je peux relivrer tout de suite. Puis après, je fais le merge en pré-prod, en int, en dev. Et puis quand je fais dans l'autre sens, du coup, ça veut dire des conflits à gérer. Et puis ensuite, une fois que j'ai testé mon truc en int, je pousse sur la branche de pré-prod. Je recompile. Du coup, je sais même pas si ce que je mets en pré-prod, c'est ce que j'ai testé en int. Enfin voilà, c'était pour moi une grosse problématique et je voyais des grosses pertes de temps. Et quelque part, je voulais prouver ce truc-là, je voulais que les gens entendent. Ça m'a servi à ça. Sur cette première journée, ce que j'ai constaté, ce que j'ai appris, c'est que Git, ça contient énormément. En fait, ça contient tous les indices du monde. L'étude par mots-clés est super intéressante, même si encore une fois elle était hyper biaisée, mais je m'en fous, je voulais prouver ce truc-là. Mais pour la suite, je vais avoir besoin de méthodes et d'outils, autant l'un que l'autre, pour analyser tout le reste. Et ça, en général, je le mets aujourd'hui après un peu de repos. On va essayer de trouver des suspects. Et je spoil CodeMath, Clock, c'est des trucs qui vont nous servir. On va commencer par le premier. Qu'est-ce que c'est CodeMath? À quoi ça sert? C'est un petit outil en ligne de commande qui va servir à analyser mon Gitlog. D'où l'intérêt d'avoir le format qui est bien défini quand on fait le Gitlog à l'étape d'avant. On va pouvoir analyser ça. Comment ça marche? C'est une ligne de commande toute bête. Là, je vous ai mis la version ultra complète, mais vous pouvez vous la simplifier. On a un petit jar, on le lance avec Java. Il a 2-3 paramètres, faut lui dire c'est du Git. Alors franchement, le mec qui a codé CodeMath, je crois que c'est Adam Tornil, il est motivé parce qu'on peut lui dire que c'est du ETFS, SVN. Je crois même qu'il supporte CVS, autant dire que pour respect. Donc voilà, c'est du Git. Et je lui dis, tu prends le fichier de log que je t'ai généré juste avant. Et enfin, tu prends un paramètre pour le type de calcul que je veux que tu fasses. Là, je lui demande le premier, dans le README, c'est le premier qu'on indique, et je lui demande un summary. Fais-moi un résumé de ce que tu vois dans le Gitlog. Alors, il nous sort 4 métriques qui sont intéressantes, plus ou moins. C'est assez difficile à exprimer. Ok, un nombre de commits. J'ai 1500 commits sur un an. Très bien. Je sais pas si c'est peu, si c'est beaucoup. On sait pas si ça peut être beaucoup, ça peut être très peu. S'il n'y a pas de rebase, ça fait pas tant que ça. Enfin voilà, ça me dit pas grand chose. J'ai 1200 fichiers, j'ai 8200 modifications sur tous ces fichiers. Et j'ai 18 personnes qui ont travaillé sur tout ce code-là pendant un an. Quand j'ai sorti cette métrique-là, la première fois, j'ai fait... pas super intéressant, je vais vite passer à la suite. Si vous le faites, j'ai fait une erreur, je vous fais un rex. C'est ce nombre-là. Dans l'équipe, il y avait moins de 10 devs. Sur un an, j'ai 18 contributeurs. J'aurais dû sentir une douille quelque part. Et je l'ai pas fait, je suis désolé, je pourrais pas le raconter, mais il y a vraiment des trucs à prendre dessus. Mais j'y reviendrai quand même, parce qu'il y a des choses intéressantes, là-dessus. Quoi
quoi qu'il en soit, ce summary, moi, ce résumé, il me plaît pas de ouf. Moi, j'aurais aimé avoir un peu plus de synthèse sur chacune des révisions. J'avais entendu parler il y a quelques années d'une notion qui s'appelle l'entropie logicielle. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui savent ce que c'est l'entropie logicielle? Alors, il y a des physiciens dans la salle? Ok, je peux donner une définition un peu claquée au sol, je me ferai pas pourrir. L'entropie, en gros, c'est la tendance qu'a un système à virer vers plus de désordre. Si vous avez des enfants, rangez une chambre, revenez une heure plus tard. Si vous voulez comprendre la difficulté de revenir dans l'ordre, allez, on a Take and Wine, prenez un verre d'eau, un verre de pastis, laissez-les chacun de leur côté, ils vont pas bouger, ça va être très bien. Mélangez les deux, pour retrouver le truc d'origine, vous n'y arriverez pas. L'entropie, c'est un petit peu ça. Plus un système vieillit, et plus il tend vers du désordre. Une codebase, c'est un système. Une codebase, elle vieillit quand elle est éditée, quand elle est mise à jour. Donc quelque part, plus on va accumuler de mises à jour à certains endroits, et plus il y a des chances qu'on cumule potentiellement du désordre et des problématiques à cet endroit-là. Notoirement, est-ce que dans le monde des criminels, on ne dit pas toujours qu'un criminel repasse toujours sur les lieux du crime? Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de regarder ça. Je vais lancer une autre commande. Cette fois, je vais lui demander les synthèses en termes de révision. Et il va me sortir un truc comme ça. Donc c'est à partir de là que j'ai arrêté d'être développeur et que j'ai commencé à être chef de projet. J'ai sorti beaucoup de CSV, j'ai beaucoup travaillé avec Excel, c'était terrible. Mais ça a été utile, donc tant pis, je l'ai fait. Là, concrètement, il m'a classé tous mes fichiers en nombre décroissant du nombre de révisions. Donc par révision, le nombre de commits qu'il y a dans l'historique. Et donc là, très bien, je vois, j'ai potentiellement une dizaine, là j'en ai gardé qu'une dizaine, mais il y en avait 1200 dans l'historique. Potentiellement, j'ai mes premiers fichiers qui pourraient peut-être poser problème. Ceux qui, au feeling, pourraient peut-être poser souci, où on revient tout le temps. Sauf que c'est pas parce qu'on édite tout le temps un fichier que ça pose problème. Peut-être que le fichier, il a des responsabilités simples, qu'il y a souvent des nouveaux ajouts de fonctionnalités, qu'on est capable de sortir régulièrement. Naïvement, je savais que ça n'arrivait pas, mais c'est pas le nombre de révisions n'est pas un indice seul. Pour que ça devienne douloureux, il faut qu'on ait un problème de complexité à gérer en plus de la fréquence. Et comment on fait un calcul de complexité de code sur un ensemble de projets ? Il y a des gens qui se sont posé des questions. Et là, le problème, c'est quand on veut le faire sur un projet dans son ensemble, on peut pas dire je vais calculer la complexité cyclomatique parce que déjà c'est potentiellement plus long. Et puis parce que je sais pas, là je pose une question limite ouverte. Je sais pas si ça a du sens la complexité cyclomatique sur de l'HTML, du CSS, sur des fichiers plats. Des fois on a du JSON et puis on peut avoir aussi du JavaScript, du TypeScript. Là en l'occurrence c'est un projet .NET en C# avec pas mal de code côté Angular. Comment calculer la complexité facilement pour tout le projet ? Eh ben, on va prendre la métrique la plus bête qui soit. On va regarder la longueur des fichiers. Alors, ça a l'air tout pourri comme ça, mais en vrai, c'est suffisant pour ce moment-là. On va utiliser un truc qui s'appelle clock. On va lui dire vas-y tu me lances ton analyse par fichier en mode quiet pour pas que ça pollue tout le terminal et tu vas mettre ça encore une fois dans un CSV et tu vas analyser tout ça et tu vas me remonter des métriques. J'ai encore fait de l'Excel, vous allez voir, c'est un running gag. Alors Clock, il est sympa parce qu'il est quand même un peu tuné, il sait faire des trucs en plus. Il sait détecter dans quel langage on est, donc il voit du C#, du TypeScript, il voit des fichiers XML, tout ça. Là, il me donne le nombre de lignes de code. Vraiment, il regarde le code à part entière. Il sait distinguer le nombre de lignes vides, de lignes commentées, et il y en a encore un que j'ai pas utilisé, que je montre pas ici. Et ça, je me suis dit, ça me paraît super intéressant. Mais ce qui serait vraiment cool, ça serait de pouvoir faire un mix des deux. Et comme ça fait déjà 2 fois que je fais de l'Excel, j'en ai eu marre. J'ai découvert la puissance de la data vise. Adam Tornil, dans son infinie mensuétude, il nous a sorti plein de scripts Python. Vous verrez, j'en ai utilisé que 2 au final. Je lance le script Python, je lui dis tu vas me prendre toutes les infos sur les lignes et toutes les infos sur les fréquences. Donc le nombre de fois que les fichiers sont édités et le nombre de lignes de code. Et tu vas mettre ça dans un report.json et on va mettre ça dans un navigateur. Et alors attention les yeux, ça va être juste magnifique. Bim.
Alors, plus le cercle est gros, plus il y a de code. Plus le cercle est rouge, plus il y a d'édition. Ce cercle-là, c'est un artefact parce que j'avais les infos du talk et tout quand j'ai fait l'analyse du code, donc il y a des trucs qui n'ont aucun rapport, on l'oublie. Ça, c'est sympa parce qu'en fait, au final, j'ai presque un schéma d'archi. Là, j'ai mon front, là, j'ai mon back et là, j'ai des trucs. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que si vous avez... en général, on voit bien ça dans les films, les séries policières, on a toujours un tableau avec des points accrochés et tout. Là, on a nos points qui potentiellement sont problématiques. Adam Thornhill, dans son bouquin, il appelle ça des hotspots. Des points chauds, des points où le criminel est repassé plein de fois et où il y a des chances qu'on ait des soucis. L'avantage de ce truc de DataVis, c'est que ça appelait à fond à la direction. Regardez, hop, ouais, on peut zoomer. Et quand on arrive au bout, on a le nom du fichier. Donc ça, en vrai, c'est super sympa. Au-delà de l'effet waouh, déjà, moi, j'étais hyper content d'arrêter de faire de l'Excel. Je me suis dit, cool, j'ai vraiment un outil qui va être super pertinent pour la suite de mes analyses. Mais comme diraient certains, je ne suis qu'une feignasse de dev, donc on va déjà synthétiser ça. Potentiellement, j'ai déjà des suspects. On les a vus visuellement où ils sont. On va pouvoir aller voir un peu plus en détail pour la suite. J'ai fait des analyses quantité et complexité qui étaient pertinentes. Et justement, ça va être quoi la suite ? Et quand on commence à avoir des suspects, on procède à des interrogatoires. Mais en tant que feignasse de dev, d'abord, on se repose et on boit un coup. Ouais, on va interroger des suspects, mais des fois, il y en a qui ont des alibis. Si je retourne ici, donc moi, ceux qui m'ont intéressé en premier, c'était ces trois gros trucs là. C'était du front, là j'ai un truc qui s'appelle optimisation de workspace. Là j'ai un truc qui s'appelle pareil avec un autre préfixe. Ouais, il y a un truc avec ça, vous verrez. Il y a un Twix de fin, vous allez voir, suspense insoutenable. Alors encore un qui s'appelle optimisation de workspace, sans préfixe celui-là. Ceux-là, ils sont clairement ultra rouges, ils sont relativement gros. Je veux passer à l'interrogatoire de ces trucs-là. Ça me paraît obligé. Globalement, il me saute au visage. Après, il y a des trucs comme ça où je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un truc rouge là dans un coin. Alors, on voit pas trop. En fait, c'est un fichier CSproj. C'est un fichier de description de projet sur un projet .NET. Bon, on s'en fout, ça s'avie, on ajoute, on enlève des fichiers. Limite, c'est normal, c'est pas grave. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Si je remonte un peu, donc là, j'ai ces trois-là. Il y en a plein de petits. Pour l'instant, je sais pas trop. Maintenant, je voudrais aller voir ici. Je vais vous spoiler un truc. Dans la série, les smells, ça suffit pas. Moi, j'ai un profil de dev back. Et du coup, quand je suis arrivé dans le code, j'ai regardé le back. J'ai dit que ça, c'était le back et que le reste, c'était le front. Je pense que j'allais rater des trucs. Mais passons. Je voulais quand même regarder des trucs sur le back. Donc là, je vois, j'ai un contrôleur qui est énorme, qui est très très rouge. Ça, j'aime pas ça. Un contrôleur qui est aussi souvent modifié et qui est aussi gros, potentiellement, il a trop de responsabilités, il fait trop de code, il expose trop de endpoints, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Et ensuite, j'ai lui, là, j'ai ce cercle avec ces deux trucs dedans qui me pose un petit souci. Il est vachement moins rouge que les autres, on y revient moins souvent. Mais il est quand même vachement gros par rapport aux autres. Donc moi, j'ai envie de le prendre, lui. Malheureusement, pas lui, pourtant il est à côté, peut-être je devrais, mais voilà. J'ai ce truc qui s'appelle Event Treatment. Je vais regarder ça. Spoiler, celui-ci, je l'avais déjà vu et je voulais lui casser la gueule, donc à un moment, il fallait vraiment en venir à ce fichier-là. Tous les autres alibis, à chaque fois, c'est des petits fichiers, soit de conf, soit c'est des fichiers qui sont trop petits, qui ont l'air importants. Là, il y en a plein ici. Je voudrais pouvoir regarder, mais il faut savoir choisir ses combats. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai ces 5 fichiers, j'ai mes 3 fichiers front, 2 fichiers back. Je vais prendre ces trucs-là et je vais procéder à l'interrogatoire. L'interrogatoire, comment ça marche ? Ça risque d'être long et fastidieux parce que les suspects, ils vont jamais révéler comme ça d'un seul coup ce qu'ils ont à nous dire.
Pour faire cet interrogatoire, en général, quand on fait un interrogatoire, il va nous falloir un peu de Python, c'est le spoiler. On va essayer de scruter dans le passé du suspect. Qu'est-ce que tu faisais tel jour, à telle heure, et avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que t'as pas déjà prémédité ton truc? On essaie de savoir plein de choses. Là, pour chaque fichier, ça veut dire que je dois aller voir son historique. Et je vous affiche la ligne de commande. Donc là, c'est du Python. C'est un truc qui va analyser une évolution de complexité dans le temps. On lui donne des commits de départ et de fin, et on met ça, on lui donne un fichier analysé, et on met ça dans un CSV. Encore. J'ai pas fait un break CSV très très long. Là, je reparle de complexité. J'ai plus qu'un fichier à traiter, enfin un par un. Je vais pouvoir avoir un truc un peu plus fin que simplement la longueur du fichier. La longueur du fichier va rester une métrique que je vais vouloir garder, qui va être pertinente. Mais il va me falloir un indicateur de complexité un poil plus fin, mais qui reste quand même un minimum agnostique de toutes les technos que je pourrais avoir. Et ben là-dessus, il prend juste le niveau d'indentation. Ça a l'air bête, encore une fois, mais je trouve que c'est relativement ok. Si on a trop de ifs qui sont impliqués dans des for, tout ça, ça me paraît plutôt propre, sachant que maintenant on a globalement des IDE et des langages qui sont proprement indentés. Il y a 15 ans, 20 ans, ça marchait pas forcément. Il n'y avait pas deux indentations qui étaient pareilles d'un dev à un autre. Maintenant, c'est assez uniforme. Globalement, ça passe. Donc, ce qui se passe quand je lui lance ça, là, je vous mets sur un premier fichier. J'ai pas mis le nom du fichier ? Si, j'ai commencé à regarder côté front. Et là, c'est pas mal parce que je vois la vie de mon fichier sur un an. Là, je vois tous ces trajets de criminels potentiels, de suspects. Présomption d'innocence, pour l'instant, il est juste suspect. Là, je vois qu'il s'est passé des trucs. Donc lui, c'est en gros à mi-chemin. Là, j'aurais pu mettre des dates. Bon, il y a eu une grosse augmentation du nombre de lignes de code. C'est-à-dire que le fichier est passé. Alors déjà 5000, presque 6000 lignes pour un fichier, ça devient gros. Si ça monte encore, ça passe au-dessus de 7000 lignes un fichier, ça devient relou à scroller. Hein. C'est pas, moi, je suis pas très très fan. Par contre, alors je sentais que ces fichiers, il allait falloir les péter. Par contre, j'ai été super surpris, c'est que la complexité moyenne est autour de 1, c'est-à-dire qu'en moyenne, dans chaque fonction, je n'ai qu'un niveau d'indentation. Et franchement, je trouve ça assez ok. Ouais, ça a monté un peu, mais on reste sur des niveaux qui sont très acceptables. Donc, je vais pas me poser trop la question pour l'instant de la complexité. Avec un profil comme ça, il y a des chances que ce soit un gros fichier type script qui soit rempli de fonctions. Juste une grosse bibliothèque de fonctions. Et en fait, ça, j'allais dire, c'est pas grave. C'est pas pénible à refacto. Il suffit juste de déplacer les trucs aux bons endroits pour avoir des noms de fichiers qui soient pertinents par rapport aux responsabilités de ce qu'ils portent. Et ça se trouve, tout a une bonne raison d'être là-dedans. Et c'est pas grave. Mais du coup, la complexité réelle me pose pas de soucis. Je vais accélérer un peu pour les suivants. J'ai mon deuxième suspect front, le même avec un S003, qui a la même trend en termes d'évolution du nombre de lignes de code. J'ai un truc bizarre, on verra. Et au niveau complexité moyenne, c'est à peu près pareil. Donc ça, tout va bien. Sur le troisième cas en front, j'ai toujours le même sujet, avec un niveau de complexité qui est faible, par contre des fichiers qui augmentent sans cesse. Ces trois-là, il va falloir les prendre et faire des tâches un peu de tacler, essayer de sortir des choses pour juste les rendre plus maintenables et peut-être limiter le nombre d'interventions régulières qu'on a à faire dessus. Maintenant, je suis parti sur mon bac. Alors là, c'est pas pareil. Là, j'ai un fichier de bac dont c'est un contrôleur qui faisait 3000 lignes, il y a de ça un an. Bonne nouvelle, il est tombé en dessous de 2000. C'est-à-dire que j'ai une équipe qui a réussi à tacler plus de 30% de ce qu'il y avait dedans. Alors peut-être c'était du code mort, peut-être c'était du code commenté. Ça se trouve, ils ont juste viré les commentaires. J'espère qu'ils n'ont pas juste viré la partie Swagger, ça serait embêtant. Mais normalement, c'est pas du commentaire, du coup, ça ira. Mais globalement, il y a une dynamique qui est cool. Et ça, j'aime bien le prendre en compte pour pas arriver auprès de l'équipe et faire le tyran notoire. Ouais, ce que vous faites, c'est pas bien. Non, là, il y a un truc cool. Ok, ça baisse petit à petit. Il y a une dynamique qui est en place depuis bientôt un an. C'est cool. On continue. Là, par contre, j'ai un problème. C'est que les fichiers d'avant, on avait une complexité à 1. Là, on est plus à entre 4,5 et 5. Ce qui veut dire qu'en moyenne, on a 4 niveaux d'indentation dans chaque méthode.
à chaque ligne de code. Enfin, c'est un niveau moyen. C'est-à-dire que c'est la moyenne. Donc, ça veut dire que potentiellement, on va beaucoup plus loin. Et 4 niveaux d'indentation, ça fait un if avec un for, avec un if, avec un for. Personne ne veut toucher ce type de code. Et même si ça a tendance à baisser, c'est pas hyper franc et c'est pas énorme. On passe de 4.7 à 4.3, c'est anecdotique. En termes de profiling de suspect, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je lis là-dedans, moi, juste avec ça, c'est un contrôleur. Il fait pas son taf de contrôleur, il fait beaucoup plus et donc beaucoup trop. Un contrôleur, moi, je veux qu'il ait le minimum du minimum de taf à faire. Je veux pas qu'il en fasse autant. Il a pas de complexité à avoir. Donc, on va essayer de tacler ça. Le dernier, c'était mon gros fichier back. Alors lui, il est super basique. Il était énorme à 5000 lignes. Il est toujours énorme à 5000 lignes. Sauf là, il s'est passé un truc. Est-ce que c'est un artefact statistique? Je sais pas. On verra. Pareil, niveau complexité, il est carrément lui plutôt à 5. C'est infernal. Celui-ci, je l'ai vu, c'est pratique. Alors pour les gens qui ont déjà fait du C#, il y a un truc qui est pratique en C#. En fait, c'est une boîte de Pandore. Il y a des devs qui apprennent le dièse région en C# et qui se dit super, je peux regrouper mes bouts de code par thématique de ce que ça fait. Mais gars, si t'as trouvé une thématique, fais un fichier, fais pas une région, ça t'évitera d'avoir un machin de 5000 lignes que plus personne veut toucher. Et j'ai essayé de le refactoriser, celui-là je me suis pété les dents quelques fois. Trop gros, trop compliqué. J'ai pas su avoir de la petite step plus sympa. Donc voilà, mes premiers suspects coupables. Au début, j'aurais cru que c'était un peu les mêmes problématiques qu'ils avaient tous, mais en fait, ces études-là m'ont permis de cibler un peu mieux le type de tâche, le type de taf que j'allais devoir faire dessus. Donc ça, c'était pour moi plutôt une bonne nouvelle. Je pouvais déjà affiner les analyses et les actions que j'allais mettre en place dessus. Donc sur toute cette phase, j'ai commencé par éliminer les faux positifs, les fichiers de config, tous ces trucs-là. J'ai des premiers axes de travail et j'ai envie de dire, j'ai mes premiers suspects. C'est pas comme des criminels qui vont passer la frontière pendant la nuit. Demain, ils seront toujours là. La nuit portant conseil. On verra s'il y a d'autres choses, mais je pense qu'on pourra prévenir les autorités pour passer à l'arrestation. J'ai fait un cauchemar terrible. J'ai rêvé qu'il n'était pas seul. Pire, qu'il travaillait en bande organisée. Et moi, comme une andouille, je l'ai traqué un par un, complètement isolé. Et oui, il y a des criminels qui travaillent pas seuls, qui font partie de groupements de méchants criminels qui œuvrent pour le mal. Et peut-être que mes fichiers, ils travaillent aussi ensemble avec des copains que je n'ai pas vus. Et ça, quand je me suis rendu compte, je me suis dit, il faut que j'en ai le cœur net. Peut-être j'ai rien raté, peut-être j'ai raté des trucs, mais en tout cas, l'analyse me paraît intéressante à faire tourner. Pour faire tourner ça, j'ai ressorti CodeMath, c'était l'outil que j'avais au tout début. J'ai ressorti mon premier fichier de log, et je lui ai passé un nouveau paramètre qui s'appelle coupling. CodeMath, à partir de ça, ce qu'il va faire, il va prendre chaque fichier, il va lister les fichiers comme il les a vus, et en fait, il va regarder avec lesquels ils ont été committés en même temps. Et à partir de ça, il va calculer un degré de couplage. Si on a un fichier qui est systématiquement commité avec un autre, c'est qu'ils travaillent ensemble et c'est que potentiellement, ils sont couplés. Et ça peut être une bonne information. J'ai encore sorti du CSV, j'ai encore fait du tri dans Excel. J'ai d'abord voulu regarder mes fichiers front. Là, je vous sors pas l'Excel parce que c'est pas super beau et c'est plus simple comme ça, mais il m'a trouvé que ceux-là comme entity et donc le S003, l'optimisation de workspace, et ils sont couplés en fait OS05, OS03 ou RAW-OS05. Et en fait, ces trois fichiers, bon, c'était marqué dans le nom qu'ils étaient couplés ensemble, ça se voyait depuis le début. Mais c'est intéressant de voir que j'ai en moyenne plus ou moins un commit sur deux où ils sont committés ensemble. Et ça fait 200 commits sur l'année, ça fait quand même pas mal de choses. Ça fait du coup, pour celui-là, ça fait une centaine de commits à l'année où ils sont en commun. Qu'est-ce que ça me raconte, cette histoire de couplage ? Ça me raconte que les fichiers, ils ont potentiellement des choses en commun. Ils partagent des choses.
En l'état, je ne sais pas forcément ce qu'ils partagent, je ne sais pas forcément si c'est du couplage qui est cohésif, est-ce que c'est juste des features qui sont bien partagées, bien dispatchées. Mais si on est obligé, quand on modifie un fichier, on est obligé de modifier le copain d'à côté, à chaud comme ça, moi je vois deux raisons. Soit ils sont effectivement trop couplés et l'un dépend de l'autre et peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des choses qui soient ensemble ou isolées ailleurs. Soit il y a du duplicat et quand on fait une modif, il faut la refaire plusieurs fois. Je vous laisse deviner laquelle à partir des noms de fichiers. L003, 005, en fait, c'est les codes pour les différents marchés. Donc, quand il y a des évols à faire pour un marché, régulièrement, il faut faire la même sur un autre marché, mais pas toujours, mais des fois oui, mais des fois non. Donc, en général, c'est fait une fois, deux fois, trois fois, parce que des marchés, il y en a plus que trois. Il y avait entre 5 et 10 marchés, avec 4-5 principaux. Mais c'est un truc qui arrivait régulièrement, et la seule piste qu'ils ont trouvée, c'est on va tout dupliquer, c'est pas grave. Comme ça, des fois, on duplique, des fois, on duplique pas. J'ai essayé de suggérer qu'il y aurait peut-être eu mieux à faire, mais non, mais on a toujours fait comme ça. Alors bon. Mais voilà, pour cela, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'à la base, j'avais des premiers axes qui disaient, ok, je prends chaque fichier, et puis j'essaie de tacler un petit peu ce qu'il y a dedans, de sortir du code qui pourrait avoir une responsabilité bien séparée. En fait, faut pas prendre les fichiers seuls. Dans mes tâches dans Jira, quand il fallait ouvrir Jira, on va dire, on prend les trois en même temps, et on regarde. Et il y a peut-être des choses à mutualiser. Je suis pas un pro de la mutualisation trop tôt. Mais j'estime qu'au bout de 3, 4, 5 ans, quand il y a des choses qui sont mutualisables, on sait si c'est mutualisable, si ça évolue ensemble. Et on peut faire de la mutualisation qui est pertinente. Où on peut développer des systèmes qui vont être un peu mieux conçus, qui vont permettre de switcher des morceaux d'algo. Enfin, il y a plein de choses. Mais du coup, il va falloir les prendre ensemble. Ça, c'est la première partie. Donc ça, c'était le couplage front. Et le couplage back... là, en gros, j'ai regardé surtout mon event treatment et il est vachement couplé au contrôleur qui était juste à côté. Si vous vous rappelez, dans la data vis, il y avait un CR que j'hésitais à prendre. Il est là. Alors, quand on modifie un truc qui est censé... C'est une archi qui, a priori, était une tentative d'MVC. Les responsabilités n'étaient pas super clairement définies, mais moi, ça me pose souci quand une couche... service est à ce point couplé à son contrôleur. Ça me plaît pas des masses. À 40%, c'est pas pire, mais ça me paraît quand même beaucoup. Si je dois modifier mon contrôleur dès que je modifie ma couche service, normalement le contrôleur, voilà, c'est mon endpoint, il devrait pas avoir à faire ça. Dans l'autre sens, toujours ma couche service, elle est ultra couplée à mon web model. Normalement, le web model, c'est le truc qui est utilisé que par le contrôleur pour envoyer ça dans le front. C'est mes types normalement qui sont couplés pour le front. Ça veut dire que potentiellement on crée nos web modèles ici. Ça commence à me gêner. Là où ça va me gêner beaucoup, c'est qu'en plus Event Treatment il est couplé à ce truc-là. Il y a des gens qui ont fait du .NET dans la salle ? Pas beaucoup. Alors ça, ce truc-là, ça vous parle pas. La dernière fois que j'ai fait cette conf, il y en a, il a vu ce truc, il a sauté au plafond. Pour ADMX, en fait, c'est le fichier de description de Entity Framework, c'est l'ORM de Microsoft, dans sa version .NET 4. Quelque chose, donc il y a bientôt 10 ans maintenant. Ce qui veut dire que ma couche service est complètement liée à ma couche de base de données et à mon ORM par son diagramme et par sa description de fichier. Ce qui veut dire que j'ai une couche service qui est liée à ma base de données, qui très certainement utilise les types Entity Framework, enfin les types de l'ORM dans son code, mais en plus va générer les types front, il y a tout dedans. Et maintenant, vous vous rappelez le niveau de complexité qu'il y avait ? Ah, c'est pour ça. On a trouvé. Sur ce fichier-là, ça m'a pas appris grand-chose de nouveau de voir ce mode de couplage. Par contre, ça me confirme que effectivement, des fois, ça se voit pas trop les types. On voit pas tout de suite sur un fichier de 5000 lignes. On voit pas forcément clairement les dépendances. Clairement, il y a après avoir recherché dedans, il y a des appels aux couches d'accès aux données en plein milieu, mélangés avec des transformations pour les modèles web. Il y a tout. Donc, ce fichier-là, il va falloir séparer les responsabilités de chaque truc. J'ai un appel de base de données, il est là. J'ai du mapping avec mes types front pour le front, ça va être ici. Et au milieu, j'ai de la logique métier parce qu'il y en a. Il va falloir coupler ce truc-là. J'avais pas complètement tort quand je disais que je voulais taper ce fichier en arrivant, parce qu'en vrai, c'est le pire. Mais il me fallait d'autres éléments de preuve. Qu'est-ce que ça m'apprend ? Eh bien, que certains points chauds ne fonctionnent pas seuls et méritent donc d'être traités comme un ensemble. On l'a vu, en fait, les axes de travail, ils ont vachement évolué en fonction de ces analyses-là. J'ai pu affiner un petit peu plus.
Et à chaque fois, c'était des bonnes nouvelles parce que, pour moi, c'était des mauvaises nouvelles parce que je constatais l'ampleur de la tâche, mais c'était des bonnes nouvelles parce que j'ai des actions, j'ai des axes d'amélioration qui apparaissent beaucoup plus simplement que quand j'y vais au doigt mouillé à me dire je vais faire ça, mais j'ai pas idée du ROI. Là, si le ROI se passe bien, on aura d'autres choses derrière. Est-ce que c'est la fin de l'enquête ? Ouais, parce que j'ai fait plein d'Excel et j'en ai marre. Mais en fait, non. Non, pas du tout. Je vais vous refaire un petit peu l'analyse, comment ça a fonctionné. En mode très simplifié. D'abord, on cherche des indices. D'abord, on identifie la scène de crime, puis on cherche des indices. On fait émerger des suspects. On les confronte aux preuves. Et en général, ce qu'on fait, quand on fait du code et quand on aime bien les trucs en DD, tout ça, derrière, c'est qu'on itère. Si vous vous souvenez, au départ, j'ai pris une fenêtre temporelle, et de manière relativement arbitraire. Si j'avais pris les 3 derniers mois, si j'avais pris 2 ans, si j'avais pris les 6 premiers mois de cette période d'1 an, les 6 mois qui venaient de se passer, si je relançais ces analyses tous les mois, qu'est-ce que j'aurais comme nouveaux axes de travail en termes de complexité et d'évolution ? Parce que les gros fichiers sont toujours les mêmes, mais peut-être qu'ils n'ont pas été touchés depuis 3 mois et qu'en fait, tout se passait bien pendant un certain temps. Donc, il faut absolument, à mon sens, itérer sur ce truc-là. Il faut aussi itérer dans le sens où, quand on met en place des actions, si on a réussi à tacler des fichiers, est-ce qu'au bout de 6 mois, on voit une évolution sur ces métriques-là ? Est-ce qu'on touche moins certains fichiers ? Est-ce que les fichiers sont plus impactés que d'autres ? Donc, il y a vraiment... il ne faut pas s'interdire de penser que chaque analyse, avec des paramètres différents d'entrée, va forcément produire des nouveaux éléments. Après ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Au début, je voulais que les données viennent en renfort de Mesmel. Oui, je pense que les données sont venues vraiment en renfort de ce que j'avais pressenti par avance. Mais je l'ai déjà dit au début, faire gaffe au biais. Le pire biais du monde pour moi, c'est le biais de confirmation. Au début, j'ai cherché à prouver un truc, j'y suis arrivé. On prouve toujours ce qu'on cherche, on trouve ce qu'on cherche. Le but ici, c'est de se donner des axes de travail auxquels on n'aurait pas pensé. Je m'étais pas concentré assez sur l'étude des problématiques dans le front. Ces données-là m'ont ouvert les yeux et les champs des possibles sur cette partie-là. Donc vraiment faire gaffe, il faut lancer les analyses et essayer de prendre les données de la manière la plus froide possible, pas en disant ah ça je le savais bien et voir ça, non mais ça c'est pas grave, non, si la donnée elle remonte haut, c'est qu'il faut regarder, il faut aller plus loin. Alors pour aller plus loin, je l'ai dit au début, ceci est un Rex parcellaire. Lisez le bouquin, il est pas très long, hein, il fait 250 pages, je pense que j'ai exploité là dans ce que je vous ai montré. À la louche, j'ai exploité peut-être 30% de ce qu'il y a dedans, entre 20 et 30%. Donc vraiment, lisez ce bouquin-là. Il y a plein d'autres choses. Quand je vous disais au début, je voulais revenir là-dessus, quand je disais au début, il y avait 18 personnes qui ont travaillé sur le projet et j'ai pas pensé à regarder ce truc-là. Il y a des analyses qui vont dans ce sens. Adam Thornhill propose des analyses complètes sur la dimension sociale de notre codebase. Est-ce que c'est toujours la même personne qui touche le même écosystème de fichiers ? Si oui, on a ce qu'on appelle un SPOF, un Single Point of Failure, et associé au bus factor. S'il se passe quelque chose, que cette personne n'est plus là, plus personne ne sait le maintenir. Il va falloir gérer de la passation de connaissances, faire du PR, du mob, de la doc, ce que vous voulez. Mais il faut prendre en compte ces trucs-là. Effectivement, ça peut aussi être intéressant s'il y a un énorme turnover, si en gros il y a 100% de l'équipe qui change tous les ans. Il y a peut-être des questions managériales ou tout un tas de choses à se poser. Et ça, c'est des trucs qu'Adam Thornhill explore dans son bouquin et propose. Donc vraiment, lisez-le. Ce qui va bien sans le dire va toujours mieux en le disant. Si vous devez retenir un truc de tout ce que je vous ai présenté, c'est pas les 3 lignes de commande qui se courent après, c'est la démarche, les méthodos. Pour ça, le bouquin est bien meilleur, il est beaucoup plus complet. Mais vraiment, j'ai pas mal de gens qui me disent « Ah, on peut retrouver les lignes de commande de ce que tu as fait. » Trouve 30 balles et achète le bouquin. Ou demande à ton patron de trouver 30 balles et d'acheter le bouquin. Quoi ?
Voilà. Non, j'ai pas d'action avec Adam Tornil, je suis pas sponsorisé. J'essaierai de me faire sponsoriser, mais pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Non, vraiment, le bouquin vaut le coup. Il est relativement simple à lire. C'est full anglais, par contre. C'est le seul truc qui est un peu difficile si vous avez du mal avec l'anglais. Mais vraiment, moi, c'est un bouquin que je trouve incroyable. Je me suis pas présenté. C'est moi. Là, il y a un lien vers le GitHub avec tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Les lignes de commande, dans quel ordre. Les petits pitfalls que je me suis pris parce que je fais ça sous Windows. Il y a des trucs qui sont prévus pour être lancés sous Linux, les backslash, les slash dans le mauvais sens. Des fois, ça peut foirer des exécutions et puis j'ai passé des demi-journées à m'en occuper. C'était dommage. J'essaie de documenter tout ça. Moi, c'est punkindev.fr. Il y a mon site ici. Je suis freelance développeur. J'essaie tant bien que mal d'être coach craft. Punkin Dev, c'est aussi le nom d'un podcast qui est plus très actif mais qui existe encore. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Twitter X. Je suis aussi sur Blue Sky. J'ai quelques remerciements. Adam Tornil qui a sorti ce bouquin que je trouve trop méconnu. Parlez-en. Moi, je trouve ça ouf ce qu'il a apporté, à apporter à l'industrie avec tout ça. Aux copains Romain Adrien qui m'ont parlé de ce bouquin, sans qui je serais même pas là pour en parler. Toutes les rêves sont en ligne, donc mon GitHub, le GitHub de Romain où il a refait les exercices du bouquin, le code source de CodeMath, donc c'est bien Adam Tornil qui a écrit ça, Your Code as a Crime Scene, seconde édition, moi j'avais acheté la première, j'ai pas encore lu la deuxième, je peux pas vous préciser les modifs qu'il y a dans la 2, je crois qu'il y a pas mal d'ajouts, tous les scripts Python ont été revus et corrigés par rapport à la première, les premiers scripts Python étaient en 2 points quelque chose, j'avais installé Python 3 chez moi, quand je les ai lancés, il n'y a rien qui marchait, j'ai dû corriger tout ça, j'avais jamais fait de Python. Romain les avait corrigés, mais je l'ai vu après, tant pis pour moi. Et CodeScene, c'est la boîte donc d'Adam Tornil. Encore une fois, c'est de la pub pas sponsorisée. Adam Tornil propose tout ce que je vous ai montré, Your Code as a Crime Scene, il propose ça en SaaS. Vous lui laissez un accès à votre code source et il va sortir toutes les stats du monde à intervalles plus ou moins réguliers. C'est payant naturellement, cette partie-là est payante, c'est pour ça apprenez à le faire à la mano, c'est cool, et si ensuite vous avez vraiment un intérêt là-dessus, ça peut valoir le coup de payer. C'est en fonction du nombre de devs par mois, donc ça peut vite faire des petites sommes, mais en vrai ça vaut le coup. J'ai checké, il y a 4 ou 5 grandes thématiques, il y a la partie code smell, il y a la partie sociale, il y a la partie gestion de connaissances, enfin il y a tout un tas de choses qui sont super intéressantes, mais pour rentrer dedans, passer par le bouquin et ces petits et l'application de ces méthodes-là en mode artisanal, c'est hyper instructif et c'est assez amusant en vrai à faire. On découvre notre code comme on n'a pas forcément l'habitude de le regarder. Donc voilà, là c'est un petit EQR pour l'open feedback de Taken Wine. Si vous voulez me raconter des trucs, ça fait plaisir. Je suis pas comme Colin, je prends pas les insultes, gardez-les pour la sphère privée. Mais si vraiment vous y tenez, on peut en causer, insultez-moi, c'est pas très grave. Et puis j'ai rajouté une petite slide super moche parce que je dis merci aux sponsors en général dans les confs. C'est eux qui payent, c'est eux qui font en sorte que la conf coûte pas cher pour les gens qui viennent. Donc voilà. Et si vous avez des questions, je sais pas, le maître du temps, s'il reste du temps, il reste 2 minutes. Alors une micro-question. Sinon, de toute façon, je suis là comme vous voulez, quand vous voulez, avec plaisir. Et super, il n'y en a pas. Merci pour votre attention.